Bonne samba la famille, bienvenue sur Chemin de Kama. Et si on prône pour une nouvelle pensée éducative en Afrique. La vidéo précédente a eu pas mal de succès. On a pu voir en fait qu'il y avait énormément de commentaires positifs. Je vous en remercie. Et je souhaiterais souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants. Donc, vous avez été nombreux à nous rejoindre dans la communauté Chemin de Kama. Donc, bienvenue à vous. Et sachez qu'ici, on pratique un sport qui est le sport cérébral, parce que la paresse a plié bagage et nous a abandonnés, on va dire. Donc ici, on pratique le sport cérébral. On apprend de nous, pour définir notre avenir. Et donc, je vais vous proposer un sujet aujourd'hui lié au retour que j'ai eu par rapport à vos commentaires, en fait, sur la vidéo précédente. Donc, il y a une idée vraiment qui est ressortie sur la nécessité d'apprendre l'histoire. Donc, je vais vous proposer un sujet en conséquence. Donc, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran pour découvrir ensemble le sujet qui va faire l'objet de notre étude aujourd'hui. Et donc, la famille, j'ai titré cette présentation Le parcours du combattant de l'historiographie africaine. Ça, c'est juste que l'historiographie, ben, c'est l'étude de l'histoire, donc son traitement, son écriture. Et donc, l'historiographie africaine a vraiment eu un long chemin avant d'aboutir à l'histoire globale qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, nous allons voir ensemble chaque étape, au fait, comment est-ce que ça a été fait et qui sont les acteurs majeurs de cette historiographie africaine. Donc, voici le plan, en fait, qui va faire l'objet de notre étude. On aura une introduction comme d'habitude. On va définir l'histoire et donner son rôle. On va dire quels sont les outils de l'historien. On va dire quelle est l'importance de critiquer les sources pour avoir une histoire cohérente, une histoire véridique, une histoire objective. On va parler de l'histographie coloniale, on va parler du Yovoda, de l'impact du Yovoda, on va parler des récits coloniaux déformés, qui ont déformé l'histoire africaine et comment ça nous a conduit à l'aliénation culturelle. Nous allons parler de la réponse africaine avec l'émergence des différents mouvements, donc le colloque du Caire, bien sûr, l'histoire, comment on en est arrivé à l'histoire générale de l'Afrique. On va parler des défis de la périodisation de l'historiographie africaine et la réappropriation des récits historiques et le rôle des jeunes générations aujourd'hui, donc que ce soit sur le continent ou dans la diaspora. Et nous allons finir par conclure. Ne vous inquiétez pas, ça va pas être trop long. Je vais tenter d'aller vite. Passons tout de suite à l'introduction que je souhaitais emmener avec cette citation d'Aimé Césaire qui a dit « Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir ». Ici, il souligne l'importance cruciale de l'histoire pour les nations africaines. Pourquoi? Parce que connaître son histoire permet de comprendre ses origines et de forger une mémoire collective forte afin d'appréhender l'avenir. Pour les Africains, c'est un acte de réappropriation nécessaire après des siècles d'histoire écrite par des mains extérieures. En redécouvrant leur passé, les Africains peuvent se reconnecter à leurs racines, réhabiliter la grandeur de leur civilisation et construire un avenir plus solide. Il faut une mémoire collective. Parce que cette mémoire collective va nous aider à nous donner la main pour construire un avenir. Passons maintenant à la définition et au rôle de l'histoire. Là-dessus, je ne pense pas vous apprendre grand-chose. Il faut juste savoir que l'histoire va au-delà d'une simple accumulation des faits. Elle est le récit des événements passés à différentes échelles. Elle permet de comprendre non seulement les phénomènes des sociétés, mais aussi comment le monde actuel a été façonné. Elle permet de construire l'identité collective. Donc, à travers les récits historiques, une société forge une image d'elle-même. Cela renforce le sentiment d'appartenance et de solidarité au sein même d'une nation ou d'un groupe. L'histoire va jouer un rôle de boussole également, en fait. Donc, en ce sens qu'elle va éclairer les trajectoires des peuples et des nations.
Elle va fournir des leçons précieuses pour anticiper l'avenir. Il faut savoir que dans le domaine de la science historique, il y a un pan qui étudie l'histoire-mémoire. Et cette histoire-mémoire est un patrimoine mental. Donc, on va étudier là-dedans l'ensemble des souvenirs qui vont nourrir les représentations. Donc, les symboles, par exemple. Et ces symboles vont inspirer des actions et assurer la cohésion des individus, d'un groupe ou d'une nation. Et donc, ça, c'est pour ce qui est de l'histoire et du rôle qu'il joue. Pour ce qui est des outils de l'historien, il faut savoir que l'historien, il a à sa disposition des sources écrites, des sources orales, et même des matières scientifiques, donc l'archéologie, l'anthropologie, la linguistique, la paléontologie. Et donc, il faut savoir que l'introduction dans l'histoire ou la prise en compte des matières scientifiques pour raconter l'histoire a été emmenée par le professeur Cheikh Anta Diop, au fait. C'est lui qui a donné cette valeur heuristique-là à l'histoire. Il a donné, au fait, une autre façon de faire l'histoire en intégrant les éléments scientifiques, au fait, dans le récit historique. Passons maintenant à l'attitude que doit avoir un historien. Quand un historien analyse des sources, par exemple, il doit respecter une certaine méthodologie qui est fondée, au fait, sur la critique, une critique objective. Et il doit pouvoir confronter toutes les sources qu'il a à sa disposition. Un historien doit examiner chaque source pour en tirer une interprétation fiable. Chaque source doit être vérifiée pour s'assurer qu'elle reflète une vérité historique plutôt qu'une déformation. Les sources doivent être replacées dans leur contexte historique pour une compréhension approfondie. Et enfin, l'historien doit pouvoir confronter différentes versions des faits pour s'approcher le plus près de la vérité historique. Respecter tout ceci, c'est ce qui donne de la valeur au discours, c'est ce qui donne de la valeur au récit historique qu'on veut bien traduire. Passons du coup à la prochaine slide où nous allons parler de l'histographie coloniale. Et donc, vous savez déjà que l'histoire de l'Afrique a été longtemps écrite par des auteurs non africains. Cette histoire a systématiquement dévalorisé la civilisation africaine, les excluant du récit de l'histoire universelle. Les Européens, car il s'agit d'eux, ont écrit l'histoire africaine à partir de leur perspective sur l'Afrique et de ce qu'ils pensaient correspondre et non sur la réalité passée de l'Afrique. Il y a eu des penseurs, bien sûr, influents qui ont vraiment amené cette pensée. Donc, notamment au XVIIIe siècle, on trouve Hegel, Kant, Hume, qui ont propagé l'idée que l'Afrique était hors de l'histoire et incapable de contribuer à la civilisation mondiale. Ces auteurs affirmaient que l'Afrique subsaharienne n'avait pas de développement historique. Donc, je vais vous citer ici deux passages de Hegel, justement, qui affirment que l'Afrique n'est pas assez entrée dans l'histoire. Donc, il y a deux récits qui se trouvent dans le livre Cheikh Anta Diop, Volney et le Sphinx de Théophile Obenga. Donc, notamment à la page 21, il est écrit que ce qui caractérise, c'est Hegel qui le dit, ce qui caractérise en effet les nègres, c'est précisément que leur conscience n'est pas parvenue à la contemplation d'une quelconque objectivité solide, comme par exemple Dieu, la loi à laquelle puisse adhérer la volonté de l'homme et par laquelle il puisse parvenir à l'intuition de sa propre essence. Il cite ici Hegel. Il y a un autre récit que vous trouverez à la page suivante, donc à la page 22, où il dit que l'Afrique est un monde anhistorique, non développé, entièrement prisonnier de l'esprit naturel et dont la place se trouve encore au seuil de l'histoire universelle. Donc, voilà par exemple deux passages que je vous cite de Hegel. Donc, c'est vous traduire déjà ici la pensée de ces écrivains européens qui ont en fait écrit sur l'histoire africaine. Et donc ici, on était dans une optique de dévaloriser l'Afrique pour justifier la colonisation. Donc cette vision a servi à justifier la colonisation en présentant les peuples africains comme des primitifs qui ont besoin
de l'intervention européenne pour progresser. Vous voyez déjà ici la mission civilisatrice dont on nous a tant parlé. Et Cheikh Anta Diop dira d'ailleurs à ce propos que ce refus d'accorder une historicité au continent noir s'explique par le souci pour les Européens de légitimer l'entreprise esclavagiste. Passons tout de suite au Yovoda. Qu'est-ce que c'est que le Yovoda? Eh bien, le Yovoda, c'est un terme employé dans les milieux afrocentrés au sens de crime de l'homme blanc contre l'homme noir, qui traduit à la fois l'esclavage et la colonisation. Donc ici, on utilise un seul terme pour traduire les deux événements. Il s'agit pour les descendants des victimes de ce crime de parler de celui-ci avec leurs propres mots. Et donc, ici, au fait, c'est la gazelle qui raconte l'histoire, au fait. Donc, l'histoire du point de vue de la gazelle. C'est la gazelle qui raconte comment est-ce que elle vit l'agression du lion, par exemple. Et dans ce livre de Kemi Seba, La philosophie de la panafricanité fondamentale, il explique au fait l'origine de ces termes. À la page 147, il dit le Yovoda signifie littéralement cruauté blanche. Donc, c'est en langue fongboé. C'est en langue fongboé qui est parlée au Bénin et au Togo, il me semble. Et donc, il dit le Yovoda qui signifie littéralement en fongboé, la cruauté blanche, c'est l'appellation par les Africains eux-mêmes pour décrire la traite négrière et la persécution des hommes noirs. Et donc, du coup, voilà ce que c'est que le Yovoda, au fait. Donc, ici, on ne dit plus esclavage et colonisation, on va dire Yovoda pour englober les deux événements. Il faut savoir que, donc, du coup, de ce point de vue-là, il y a deux grandes périodes, au fait, dans le Yovoda. Donc, la première période qui va définir l'esclavage, donc, à partir de 1441 et jusqu'à 1885, et la deuxième période, donc, à partir de la conférence de Berlin jusqu'aux indépendances. Et donc, voilà pour ce qui est du Yovoda. Pour ceux qui viennent d'arriver, ben, c'est un terme qui est vraiment utilisé dans les milieux afrocentrés ou les milieux kamites. Maintenant, quels sont les impacts du Yovoda sur le plan social, culturel et psychique? Ici, je vais vraiment scinder, hein, en fait. On ne peut pas vraiment rentrer dans les détails parce que ce sera énormément, ce serait trop long. Donc, du coup, il faut savoir que le Yovoda a affaibli démographiquement le continent africain. Donc, la déportation massive des populations africaines vers les Amériques ont affaibli, en termes de démographie, les structures sociales. Qu'est-ce qu'il y a comme impact? Donc, la perte de savoir-faire et d'expertise. Donc, ici, la traite négrière a privé donc, le continent de ses forces vives, notamment les artisans, les travailleurs qualifiés et les scientifiques. Donc, la colonisation a accentué cette perte de connaissances en imposant des systèmes étrangers qui ont éloigné le continent de ses racines culturelles. On en arrive à l'aliénation culturelle avec l'imposition des langues, des religions et des cultures européennes qui ont marginalisé les traditions locales. Il y a eu la destruction des institutions éducatives traditionnelles au profit des systèmes eurocentrés, créant un fossé entre les générations. Nous avons vu tout à l'heure avec les Européens qui ont écrit notre histoire, donc ce qu'on appelait l'histoire coloniale, en fait. Après, on a du coup la perte d'identité et d'estime de soi. Pourquoi? Parce qu'on est dévalorisé tout le temps. Et donc, l'idéologie raciste inculquant l'infériorité des peuples africains donc, était propagée donc, dans ce qu'on nous enseignait. Cela a effacé et déformé l'histoire africaine réelle et a imposé donc l'histoire vue par nos colons. Et donc, cette histoire qui présentait l'Africain comme un peuple qui n'avait ni civilisation ni histoire. Et donc, voilà les grandes lignes de l'impact. Et en plus, on a par événement, donc au niveau de la traite de l'esclavage, je vous l'ai dit, on a un affaiblissement des communautés, des structures politiques, économiques et culturelles. Au niveau de la colonisation, donc on a une redéfinition des frontières, donc on coupe
le continent. On détruit les systèmes traditionnels endogènes. On exploite massivement les ressources, donc que ce soit les ressources humaines, les ressources minières, on exploite tout ça et on crée une forme de dépendance économique entre le continent et la métropole, entre guillemets. Et du coup, on arrive à une imposition du système eurocentré, en fait, dans tous les domaines. Qu'est-ce que ces récits, au fait, créent donc chez le colonisé, au fait, ou la personne qui subit du coup? Et donc, on a une vision déformée, tout d'abord. Donc, il faut savoir que la colonisation a imposé une vision de l'Afrique comme un continent sauvage et arriéré, justifiant leur mission civilisatrice. Et ça, parfois, même encore aujourd'hui, malheureusement, quand je discute avec certaines personnes africaines, pourtant, ils pensent encore au fait qu'on n'a pas d'histoire, au fait, que voilà, ils récitent les récits coloniaux. En fait, c'est encore un problème réel aujourd'hui. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai encore des personnes africaines, hein, bien sûr, qui sont encore dans cette logique-là, en fait, de réciter ce que le colon a dit, en fait, sur lui et sur son continent, sur ce qu'il est. Et donc, tout cela emmène à ce qu'on appelle l'aliénation culturelle. Donc, ces récits ont conduit à une profonde aliénation culturelle où, du coup, les Africains se voyaient représentés comme inférieurs à leur propre terre. Donc, pour les personnes, au fait, qui pensent qu'on est tout le temps dans la... Il ne s'agit pas de se victimiser ici, il s'agit de dire les faits, d'étudier le parcours, au fait, de notre histoire. Donc, franchement, au niveau des commentaires, on n'est pas dans la victimisation, on est dans le fait de dire les choses, ce qui s'est passé au fait. Donc, on est dans cette optique-là. Et donc, du coup, l'histoire enseignée était celle des conquérants. Donc ici, c'est le lion qui raconte l'histoire, laissant peu de place aux histoires locales et aux résistances africaines. Cette imposition a affecté la manière dont les Africains se percevaient et ceci a renforcé le sentiment de dépendance culturelle. Et donc, dans ce livre de Cheikh Anta Diop, Civilisation ou barbarie, à la page 272, il dit aussi, l'effacement, la destruction de la conscience historique a fait partie de tout temps des techniques de colonisation, d'asservissement et d'abâtardissement des peuples. Le passage ci-dessous de Perronnet, cité par J.R.D., en est la preuve. Donc, il cite « Il est une manière que je verrai disparaître sans regret, donc du programme des écoles africaines, déclare M. Perronnet, sénateur de l'Allier dans un récent article des Annales coloniales, il dit « C'est l'histoire. Donc, s'il doit effacer quelque chose, c'est l'histoire. Quelques lectures à l'occasion de la leçon de français suffiraient pour leur donner la notion de la puissance de notre pays. Il y a un moyen bien plus simple encore de donner aux jeunes indigènes une idée nette de notre force. C'est de décorer la salle de classe avec de manigolo. Un manigolo, au fait, c'est un bâton avec des lanières en cuir, il faut savoir. Et donc, il dit, c'est de décorer la salle de classe avec des manigolos entrecroisés et de dresser sur le pupitre du maître un canon de 75 en miniature. Cela seul peut, en quelque mesure, et pour un temps donné, remplacer l'histoire. Mais il ne faut pas oublier qu'on s'habitue vite aux épouvantails. Les moineaux finissent par faire leur nid dans la poche des gentlemen qui gesticulent dans les cerisiers. Et donc, c'est là qu'on en arrive à la falsification de l'histoire. Il faut savoir que dans ce livre, Cheikh Anta Diop, l'homme et l'œuvre, donc Cheikh Mbacké Diop nous dit, au moment où l'impérialisme, donc ça c'est Cheikh Anta Diop qui dit ici, Cheikh Anta Diop, dans ce livre, il dit, au moment où l'impérialisme atteint son apogée dans les temps modernes, en tout cas au 19e siècle, l'Occident découvre que c'est l'Égypte
et une Égypte noire qui a apporté tous les éléments de la civilisation à l'Europe. Et cette vérité, il n'était pas possible de l'exprimer. Voilà la réalité. L'Occident, qui se croyait chargé d'une mission civilisatrice en direction de l'Afrique, découvre en fouillant dans son passé que c'est précisément cette Afrique noire, aujourd'hui son esclave, cette Afrique noire apparemment en régression, c'est bel et bien cette Afrique noire qui lui a donné tous les éléments de la civilisation aussi extraordinaire que cela puisse paraître. Il dit, et cette vérité, tous les savants n'étaient pas également disposés à l'exprimer sans nuance. Donc, la communauté des savants s'est scindée en deux groupes. Donc, il y a eu des savants de bonne foi qui ont eu le courage de dire la vérité, comme Volney, et d'autres qui ont falsifié sciemment l'histoire. Donc, voilà ce que Cheikh Anta Diop nous dit sur cette falsification de l'histoire, au fait. Ici, les découvreurs découvrent que leurs découvertes ont été découvertes 5000 ans avant leur découverte. Et donc, nous allons passer à la suite avec, du coup, la réponse africaine parce qu'elle ne s'est pas fait attendre. Face à cette dévalorisation permanente véhiculée par l'histoire coloniale, donc les Africains ont réagi, ils ont répondu. Donc, on arrive du coup dans les années 1940-1950 vers une historiographie contestataire d'abord. On commence d'abord par contester cette histoire coloniale. Donc, c'est le traitement de l'histoire pour contester les récits coloniaux. Et donc, il faut savoir que cette historiographie contestataire est vraiment suscitée par une prise de conscience et une affirmation de soi avec pour objectif de donner, offrir une représentation plus juste de l'homme africain pour redonner à l'Afrique sa vraie place. Et donc, cette historiographie va pouvoir être véhiculée à travers Présence africaine, qui est une maison d'édition tenue par Alioune Diop, donc qui est un jeune Sénégalais dans les années 40. Et donc, c'est une revue, au fait, donc, où chaque Africain va pouvoir créer des articles, donc écrire ou dire les résultats de leurs recherches. Donc, il faut savoir que Cheikh Anta Diop, par exemple, donc sa thèse qui avait été contestée de Nation d'agriculture, l'avait d'abord publiée, par exemple, la Présence africaine, avant qu'il ne puisse vraiment la soutenir à la Sorbonne. Et donc, c'est vraiment cette revue-là qui va mettre en lumière, qui va commencer, on va dire, à mettre en lumière, au fait, l'histoire réelle de l'Afrique, au fait. Donc, ici, le premier pas, on conteste d'abord, au fait. Après, on arrive vers une historiographie nationale ou une histoire nationale. Donc, au courant des mêmes années, donc il y a les intellectuels africains qui vont réagir en développant vraiment une vraie historiographie nationale. Donc, pour réhabiliter l'histoire africaine. Donc, ici, on est dans l'histoire du Sénégal, par exemple, ou l'histoire du Gabon, ou on est encore dans les nations, en fait. Donc, on s'arrête, les historiens sénégalais vont faire l'histoire du Sénégal, en fait. Donc, pour l'instant, on s'arrête au niveau des nations. Donc, il faut savoir que cette vague de conscience nationaliste et africaine a produit des historiens dynamiques et éloquents qui ont défendu l'histoire et les études africaines en produisant une érudition nouvelle sur le passé africain. Et donc, l'historiographie nationaliste a cherché à exalter le passé précolonial de l'Afrique et magnifier les figures de résistants contre la colonisation. Et donc, après, on arrive vers une historiographie régionale et continentale. Donc ici, on dépasse les frontières. Donc, l'historiographie africaine tend à s'élargir vers une approche régionale et continentale. Donc, elle prend en compte les dynamiques internes des sociétés africaines. Et donc, on en arrive aux indépendances où là, donc, les efforts sont intensifiés dans le cadre des luttes des indépendances. Et ici, l'histoire devient un outil d'émancipation et de réaffirmation de l'identité africaine. Et donc, sans plus tarder, nous allons passer du coup au colloque du Caire. Il faut savoir que le colloque du Caire
a permis ou est un tournant majeur au fait de l'historiographie africaine. Pourquoi? Parce qu'on passe de l'historiographie régionale et continentale dont je viens de vous parler à une historiographie globale, en fait. Et donc, c'est le colloque du Caire qui permet de passer ce cap. Et donc, du coup, quels étaient les objectifs du colloque du Caire? Donc, il s'agissait de réunir des historiens et égyptologues africains et internationaux pour discuter de la réécriture de l'histoire de l'Afrique d'un point de vue africain et lever des équivoques sur les thèses du professeur Cheikh Anta Diop qui faisait débat à l'époque quant au caractère noir des Africains de l'Égypte antique. Je ne l'ai pas dit ici parce que ce serait trop long. J'ai fait une capsule sur l'hommage que j'ai rendu à Cheikh Anta Diop. Je pense que ça doit être ma capsule 17. En tout cas, c'est hommage à Cheikh Anta Diop, vous verrez. Et là-dedans, en fait, je raconte vraiment tout son parcours. Et donc, je vais plus en détail dans les enjeux du colloque du Caire. Donc, vous pouvez, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous référer à cette capsule de l'hommage que je fais à Cheikh Anta Diop. Et donc, on arrive au colloque du Caire. Et donc, le colloque se tient au Caire avec 20 participants, donc des spécialistes internationaux, tous. Et donc, la partie africaine était représentée par Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga contre 18 autres éminents égyptologues internationalement connus à l'histoire de Serge Sonéran, de M. Vercourteur et de Jean Leclan. Donc, dans ce livre, toujours de Cheikh Mbacké Diop, L'homme et l'œuvre, Cheikh Anta Diop, L'homme et l'œuvre, donc il raconte bien ce colloque du Caire, c'est vraiment bien détaillé. Donc, de la page sur 10 pages quasiment. Donc, du coup, de la page, je pense, ça commence à la page 86, 85, 86 ben, jusqu'à la page 100 quasiment, hein. Donc, il donne vraiment tous les détails des enjeux du colloque du Caire et comment ça s'est déroulé. C'est un véritable compte rendu, au fait. Et donc, du coup, les conclusions du colloque du Caire, parce qu'il y a eu des débats sur plusieurs jours, quasiment une semaine. Donc, le colloque était en deux parties. Donc, vous verrez tous ces détails-là. Au fait, j'en ai parlé dans la capsule en hommage à Cheikh Anta Diop. Et donc, la conclusion disait que la très minutieuse préparation des communications des professeurs Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga n'a pas eu, malgré les précisions contenues dans le document de travail préparatoire envoyé par l'UNESCO, une contrepartie toujours égale. Il s'en est suivi un véritable déséquilibre dans les discussions. Et donc, c'est ça qui a marqué vraiment le tournant, le grand tournant, on va dire, historiographique africain. Et donc, ici, c'était un moment crucial pour redéfinir la manière dont l'Africain devait voir son passé au fait et comment le passé de l'Africain devait être perçu et enseigné. Pourquoi? Parce qu'on voyait maintenant une histoire, c'est une histoire globale qui devait pouvoir être racontée. Et l'issue du colloque du Caire nous a emmenés vers ce qu'on appelait l'historiographie globale. Et donc, cette historiographie globale s'est faite grâce à l'initiative de l'UNESCO de vouloir écrire une histoire africaine authentique. Et donc, on est dans les années 1960 lorsque l'UNESCO demande que une histoire de l'Afrique soit racontée. Pourquoi? Parce que tous les autres continents avaient leur histoire, sauf l'Afrique. Et donc, du coup, il s'agissait ici de raconter l'histoire globale de l'Afrique. Et donc, lorsque le colloque du Caire se passe, c'est Cheikh Anta Diop qui demande à organiser ce colloque du Caire parce que pour lui, il n'était pas question d'écrire une histoire globale de l'Afrique sans lever les équivoques qui prévalaient sur ses thèses à lui. Et donc, du coup, après ce colloque du Caire, on arrive à une rupture épistémologique, mais vraiment une rupture en termes de connaissances, en termes de prisme colonial, c'est vraiment, on rompt complètement, on coupe le cordon ombilical. Et donc, l'historiographie globale est un courant de pensée qui va éclore dans les années 80-90, du coup, à l'issue du colloque du Caire. Ce courant a pour ferme résolution de déclencher une rupture épistémologique avec les autres méthodes d'historiographie en essayant d'aborder les phénomènes historiques par une approche plus globale.
Donc ici, vraiment, on tient compte de toutes les données scientifiques, de toute la documentation, de tous les récits oraux, les documents écrits, les artefacts. On prend tout ça, au fait, et on fait l'histoire avec. Et donc, du coup, ça permet de mettre en lumière toutes les interactions, toutes les dynamiques qu'il y a eu entre les peuples africains depuis des millénaires. Et donc, c'est comme ça qu'on en arrive à l'histoire générale de l'Afrique. Et donc, cela a donné plusieurs tomes sur l'histoire générale de l'Afrique. Donc, j'ai aussi fait une capsule là-dessus. Donc, c'est la capsule à la suite de l'hommage à Cheikh Anta Diop, donc qui est titré, il me semble, Histoire générale de l'Afrique. Donc, si vraiment vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez aller regarder cette capsule-là aussi, où vraiment je détaille, je fais des synthèses de ce qui est dit dans chaque tome de l'histoire générale de l'Afrique. Il n'y a pas beaucoup d'Africains qui savent que on a des 8 tomes, en fait, qui racontent l'histoire générale de l'Afrique. Donc, vraiment, ces 8 tomes d'histoire générale de l'Afrique sont une entreprise majeure de réécriture de l'histoire de l'Afrique, et donc qui a été fait sous l'égide de l'UNESCO. Donc, il y a 8 volumes encore aujourd'hui. Donc, il y a eu, à l'époque, par exemple, quand on parlait d'historiographie coloniale, ben, il n'y avait aucun Africain. Et donc là, à l'histoire générale de l'Afrique, on arrive à voir, par exemple, sur le parterre d'historiens qui avait 230 en tout, on arrive à avoir 2 tiers au moins qui étaient des Africains. Et du coup, les découvertes archéologiques en Afrique de l'Est ont fait apparaître l'Afrique comme berceau de la vie humaine. Et les preuves historiques ont montré aussi l'africanité de la civilisation nubo-égyptienne, faisant d'elle le berceau de toutes les sciences. Donc, à partir de toutes ces trouvailles, il a fallu constituer une histoire, une nouvelle historiographie. Passons maintenant aux défis, hein, parce que malgré tout ça, on a quand même quelques défis aujourd'hui, donc notamment les défis de périodisation de l'historiographie africaine. Et donc, l'un des défis, c'est que vous avez dû remarquer, les gouvernants, au fait, nos politiques ne suivent pas, au fait. Pourquoi? Parce que ben, jusqu'à aujourd'hui, encore dans nos pays, les 8 tomes, par exemple, de l'histoire générale de l'Afrique n'est pas enseigné. Et donc, c'est un problème. C'est un problème, pourquoi? Parce qu'on continue à nous enseigner une histoire de l'Afrique à partir du contact avec l'Europe, ce qui marginalise les périodes de prospérité et d'innovation précédentes que l'Afrique a connues. Je veux juste vous raconter une anecdote où j'ai été contactée par un recteur d'université au niveau du Congo, qui m'a contacté. Pourquoi? Parce que c'est une université, hein, en fait, il va jusqu'au Master 2. Et il est outré de recevoir des étudiants qui ne connaissent même pas l'histoire du Congo RDC, qui ont le bac et qui ne connaissent même pas leur propre histoire. Par contre, l'histoire de la Belgique, ils vont te la réciter. Et ça, c'est un problème, en fait. C'est un problème que nous devons résoudre. Il faut l'apport des gouvernants, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est ça la force des réseaux sociaux. C'est que maintenant qu'on tient une vérité, on le sait aujourd'hui, on a l'histoire générale de l'Afrique. Il y a, même après l'histoire générale de l'Afrique, les 8 tomes, il y a eu énormément de découvertes, dont on va en parler tout à l'heure, mais qui ne sont pas forcément prises en compte, mais parce que ça a été découvert après la rédaction du 8e tome, par exemple. Mais tout ça, on doit pouvoir nous-mêmes ben, prendre les devants et enseigner. Si on ne le fait pas, ben on continue à avoir le discours colonial de notre histoire. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez là-dessus. Et donc, du coup, un autre des défis majeurs, donc j'avais déjà un petit peu parlé. Par exemple, on découvre en Afrique du Sud le calendrier d'Adam, ce qu'on appelle le calendrier d'Adam sur le site de Mpumalanga en Afrique du Sud, donc moins 75 000 ans. C'est un système calendaire découvert en Afrique du Sud qui prouve que les Africains avaient une connaissance avancée de l'astronomie bien avant d'autres civilisations. Donc, c'est un calendrier linéaire. Et donc, ça veut dire ici qu'on maîtrise l'astronomie. Mais ça, ce n'est pas su, au fait. Ce n'est pas su.
Et on n'en tient pas compte dans notre histoire. On doit pouvoir en tenir compte, on doit pouvoir l'intégrer. Ça, c'est l'un des défis, au fait. Et donc, du coup, comme autre défi, il y a eu des découvertes aussi sur les mathématiques, par exemple, avec l'os de Libombo, l'os d'Ishango, en fait, qui démontre, en fait, d'une avancée, d'une connaissance avancée sur les mathématiques, sur l'arithmétique, en fait, sur des calculs complexes qui sont en phase, enfin, qui démontrent au fait qu'on maîtrisait les calculs des phases linéaires avant d'autres cultures. Nous sommes ici à moins 40 000 avec l'os de Lebombo, nous sommes à moins 20 000 avec l'os d'Ishangu. Pourquoi c'est pas enseigné? Un autre des défis majeurs, en fait, c'est vraiment d'encourager l'étude des langues. Pourquoi? Parce que la langue est, est le véhicule de nos sciences, au fait. Dans nos langues, au fait, se cache un génie. Et tant qu'on ne comprend pas nos langues, on ne pourra pas comprendre notre société, notre système du monde, notre façon de comprendre le monde. Il y a un professeur que je suis beaucoup, qui est le docteur Moubeke, excusez-moi si je prononce mal, qui est au Cameroun, qui passe sur la chaîne de la sœur Parlons de business, Stéphanie Bida. Donc, ce professeur-là, moi, je le suis au fait à travers la chaîne parlant de business, où il expliquait justement en fait que, par exemple, notre biodiversité, on ne la connaît pas. On la connaît à partir des mots gréco-latins. Alors que le mot, au fait, dans la langue, te dit ce que la plante est, te dit ce que l'arbre est, au fait. Et donc, si on maîtrise nos langues, on va maîtriser notre biodiversité. Si on connaît nos langues, on va connaître la science que véhiculent nos langues, en fait. Et c'est tout le défi avec, par exemple, l'apprentissage des Médunetières à partir de nos langues. Et c'est vraiment là un des défis majeurs, en fait. On doit pouvoir enseigner nos langues, en fait, soit dans les écoles ou même à travers des chaînes YouTube. On doit prendre les devants aujourd'hui, maintenant qu'on le sait. Et donc, l'un des autres défis majeurs, en fait, c'est d'intégrer vraiment toutes ces découvertes archéologiques, linguistiques, mathématiques, qui révèlent de la sophistication de nos sociétés durant la préhistoire dans les nouveaux curricula de formation. On doit pouvoir tous les intégrer. Et donc, voici tout ce que j'ai pu répertorier en termes de défis, au fait, aujourd'hui. Et donc, malgré tout, on en arrive quand même à une certaine réappropriation des récits historiques. Donc, il y a quand même des historiens qui ont mené des luttes pour établir la vérité et redonner à l'Afrique sa place dans l'histoire du monde. À travers, ben, du coup, le projet de l'UNESCO de réécriture de l'histoire, en fait. Donc, ce qui nous a emmené à l'historiographie globale. Et donc, du coup, même si on va dire que aujourd'hui, nos États ne suivent pas, bon, ou du moins la majorité de nos États, nos politiques ne suivent pas ou continuent de valider l'enseignement d'une histoire biaisée ou d'une histoire qui repose sur le récit colonial, ben, il y a une réappropriation en fait qui se fait de façon instantanée chez les Africains aujourd'hui, à travers notamment sur les réseaux sociaux, par exemple. Moi, mon éveil, par exemple, personnellement, c'est fait sur les réseaux sociaux. S'il n'y avait pas les réseaux sociaux, ben, je serais toujours dans une forme d'aliénation. Et donc, il faut savoir que notre historiographie, aujourd'hui, remonte même au-delà de Taméry, au-delà de l'Égypte antique, au fait. Donc, je vous ai parlé de Mpumalanga en Afrique du Sud, en moins 75 000 ans. Donc, c'est vraiment au-delà de l'Égypte antique. Mais le moment crucial, donc, pourquoi est-ce que on se focalise souvent sur l'Égypte antique? C'est parce que c'est là qu'il y a énormément de documentation, en fait. C'est là où il y a beaucoup de documentation sur lesquelles on peut se référer pour notre propre historiographie. Et donc, l'historiographie de Taméry est marquée par une constante exploitation des annales compilées depuis l'Ancien Empire. Donc, l'Ancien Empire, nous sommes autour de moins de 1800 ans par là.
Et donc, c'est là qu'on retrouve beaucoup de documentation, des annales, en fait, les premières annales, en fait. Et donc, qui ont continué, qui ont évolué, en fait, notamment au Moyen Empire et au Nouvel Empire, jusqu'à aujourd'hui, enfin, notamment avec, par exemple, Tombouctou, dans la zone du Mali. Donc, du coup, nous sommes obligés même pas obligés, enfin, l'historien doit pouvoir, en fait, avoir une source, en fait. Donc, si la source écrite nous emmène en Égypte antique, ben on va en Égypte antique. Si la source écrite ou l'artefact nous emmène en Afrique du Sud, ben on va en Afrique du Sud. Et donc, on tient compte de toutes les sources possibles qu'on peut trouver pour traduire notre histoire. Et ce qui est bien aujourd'hui, c'est que vraiment, les jeunes générations, en fait, reprennent ou se réapproprient ce récit historique authentique de l'Afrique. Et aujourd'hui, c'est un éveil au niveau continental et diasporique, en fait. C'est vraiment partout que cet éveil est en train de se faire. Et donc, cette réappropriation historique est un acte de fierté et d'affirmation du rôle de l'Afrique dans l'histoire mondiale. Et il faut qu'on s'en imprègne. Et donc, tout cela nous emmène au rôle que jouent les jeunes générations dans la diaspora. Et donc, la diaspora africaine joue un rôle fondamental dans la diffusion d'une histoire réappropriée et la correction des récits biaisés à l'étranger. L'histoire aide à s'affranchir des schémas de pensée imposés par la colonisation. La connaissance de l'histoire permet aux jeunes Africains de construire une identité forte enraciné dans un passé glorieux. Il y a l'Égypte antique et on ne peut pas faire l'historiographie africaine sans se référer à l'Égypte antique. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est là qu'il y a énormément une abondance de documents, il y a une abondance de récits, il y a une abondance d'artefacts, de stèles, il y a tout quasiment. Donc c'est là, au fait, c'est un peu comme on ne peut pas faire une historiographie européenne sans se focaliser sur la Grèce et sur Rome. C'est pas possible. C'est pas possible pour eux. Ils peuvent pas. Et donc nous ne pouvons pas non plus, au fait. C'est pourquoi, pour ceux qui souvent, enfin, apportent une forme de critique qu'on n'est pas capable de dire une histoire sans l'Égypte antique, oui, on n'est pas capable de dire oui, mais l'Égypte antique, elle est noire, elle est africaine. Et c'est là qu'il y a la documentation. Donc c'est là, c'est l'Égypte antique qui constitue au moins le socle des humanités classiques africaines. Donc on ne peut pas faire ça. C'est comme demander à un Européen de ne pas se référer à la Grèce antique, tout simplement. Donc si on est bien, comment dire ça, si on est d'accord que pour l'historiographie européenne, on doit se référer à Rome et à la Grèce, ben pour l'historiographie africaine, pourquoi on ne serait pas d'accord de se référer à l'Égypte antique? Donc, c'est une affaire enfin, tout simplement de logique, en fait. La démonstration a été faite, ce n'est plus un débat. L'Égypte antique, elle est noire, africaine, et même au-delà. Enfin, avant l'Égypte antique, il y a des civilisations qui sont parties du bassin du Congo, donc de la région des Grands Lacs. Je ferai une capsule là-dessus, sur avant l'Égypte antique, parce que beaucoup de gens pensent qu'il n'y a que l'Égypte antique. Non, l'Égypte antique n'est pas née comme ça, en fait. Il y a eu des migrations qui sont parties du bassin du Congo, qui sont montés, qui ont créé l'Égypte et qui sont redescendus derrière. Et donc, il y a beaucoup de civilisations, en fait, notamment une civilisation qui a émergé entre moins 10 000 ans, en fait, qui est une industrie halieutique, en fait, qui est partie du Congo. On a les artefacts aujourd'hui. Donc, il y a notamment les travaux de Babacar Sall, qui a pu nous restituer, en fait, ces récits-là. Et donc, c'est normal de vouloir se référer à un passé glorieux, ben, tout simplement parce que toute personne veut s'identifier à quelque chose de positif. C'est naturel. Toute personne vante souvent ses diplômes, toute personne vante souvent ses prouesses, toute personne vante souvent ce qui fait de positif, au fait. Et pourquoi ne pas s'enraciner sur un passé glorieux, puisqu'il y en a eu, surtout. On n'invente rien, il y en a eu, au fait. On a eu des royaumes, on a eu des empires qui ont prospéré. Pourquoi il ne serait pas légitime de s'appuyer sur ces empires, sur ces royaumes, sur ces civilisations-là? Pour moi, c'est normal de s'identifier à cela.
Donc, c'est normal de s'identifier à un passé glorieux parce que ça renforce l'estime qu'on a de nous-mêmes. Et donc, on arrive à la préservation et à la transmission. Donc, cette réappropriation de l'histoire, cette réappropriation de nos faits historiques fait que nous, on transmet derrière, en fait. Donc, quand on se réapproprie notre histoire, on la redit derrière. Donc, ça veut dire qu'on transmet derrière. Et c'est ça qui va perpétuer la transmission. Et donc, c'est ça qui va faire que nos jeunes, surtout nos enfants, parce qu'aujourd'hui, je pense que on est en train de basculer donc d'un monde vers un autre monde. Et donc, c'est à nous aujourd'hui, donc, qui nous éveillons peu à peu de transmettre, en fait. Mais pour transmettre, il faut d'abord se réapproprier, il faut d'abord apprendre. Donc, en apprenant, on retransmet derrière. Et c'est une chaîne de transmission qui va faire que plus tard, ben, on aura une génération complètement émancipée, complètement. Et donc, voilà ce que je voulais dire sur cette réappropriation que je trouve vraiment importante, que je trouve même cruciale. Donc, surtout pour nos jeunes, en fait, pour nos jeunes, parce que parfois, je ne veux pas en parler ici, mais je suis malade de ce que je vois sur les réseaux sociaux parfois. C'est triste. Il faut qu'on se réveille, en fait. Il est temps. Il est temps qu'on se réveille, qu'on dise tout simplement les choses. C'est là, tout est là. Tout est là. Il faut juste que on prenne la paresse intellectuelle, qu'on la mette dans une valise et qu'on la foute dehors. Qu'on travaille, qu'on lise un peu, qu'on se forme et qu'on transmette derrière. Vous verrez qu'il y aura les résultats. Maintenant, que peut-on dire en guise de conclusion après tout ça? Comme nous l'avons souligné dans l'introduction, l'attitude européenne vis-à-vis de l'histoire africaine est caractérisée par l'exploitation et la domination. Ainsi, pour rendre plus légitime la spoliation du continent par les Européens, tout ce qui était primitif lui était associé. Tout génie africain était marqué du sceau de l'empirisme et de l'archaïsme. De cette manière, le Yovoda, dont nous avons parlé, était justifié comme des moyens de civilisation du peuple primitif. Il n'est pas surprenant que les nationalistes africains et les mouvements panafricanistes ont travaillé pour la reconstitution de l'héritage africain grâce à l'étude et la réécriture de l'histoire authentique africaine. En reprenant en main l'écriture de notre propre histoire, nous avons corrigé les récits biaisés qui non seulement nous dévalorisaient, mais nous aliénaient culturellement. Et nous avons pu du coup réhabiliter la grandeur de notre civilisation. Que l'histoire africaine soit redécouverte par des intellectuels comme Cheikh Anta Diop, Joseph Kizerbo, ou mise en lumière par des projets tels que l'Histoire générale de l'Afrique avec ses 8 tomes, offre un socle sur lequel les générations actuelles peuvent s'appuyer pour forger une identité forte, unie et digne. Elle nous donne la possibilité de puiser dans ce passé les leçons, les valeurs, les forces nécessaires pour façonner un avenir meilleur, empreinte de fierté et de résilience. L'histoire ne doit pas être laissée dans les livres ou les archives. Elle doit être étudiée, préservée et transmise de génération en génération. En attendant que nos politiques s'émancipent de la tutelle coloniale, chacun de nous, grands-parents, parents, jeunes adultes, avons le devoir de connaître cette histoire, de la partager et de la défendre contre l'oubli et les déformations. Ce devoir nous incombe à tous sur le continent et dans la diaspora. Nous avons tous un rôle clé à jouer dans la diffusion d'une histoire authentique pour susciter l'éveil, l'estime de soi et le goût de l'effort chez nos enfants. Il est donc essentiel de continuer à investir dans la recherche historique et à se battre pour que l'histoire africaine soit enseignée dans les écoles pour arriver à créer une conscience collective forte.
L'avenir de l'Afrique dépend de sa capacité à honorer son passé tout en se tournant vers l'avenir. L'histoire, lorsqu'elle est correctement comprise, lorsqu'elle est correctement intégrée, est un puissant moteur d'émancipation, d'union et de dignité. Cela est essentiel pour nous, Africains, pour les Afrodescendants et surtout pour les nouvelles générations. Je vous mets juste après la bibliographie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, car moi, j'apprends également de vous. Je vous dis ensemble, prenons notre héritage. À bientôt sur les chemins des Kama. Dans la prochaine capsule, je vous propose de voir ce sujet, donc le Yovoda, un héritage transgénérationnel des traumatismes. Dans cette capsule, il sera question de voir comment est-ce que les traumas du Yovoda se transmettent de génération en génération. Nous allons détailler les études scientifiques qui ont été menées et qui prouvent comment est-ce que les générations portent en eux les traumas vécus par les victimes du Yovoda.